Alors, je pars de l'entreprise en disant ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est quelque chose que la loi de 2014 a déjà affirmé en disant responsabilité sociale, plus de cotisations mutualisées des entreprises de plus de 20 à maintenant plus de 11, mais quand même une obligation des entreprises sur 2 points. Premier point, c'est l'adaptation au poste de leurs collaborateurs et le maintien et l'évolution dans l'emploi. Ça reste quelque chose qui va s'imposer à toutes les entreprises. Donc ça, c'est les points qui ne changent pas. Mais ce qui ne change pas non plus, vous avez tous entendu parler d'entretien professionnel tous les 2 ans. Je suis persuadé que dans vos entreprises, tous les 2 ans, vous avez un super entretien professionnel. On discute avec vous sur votre évolution de carrière et sur les objectifs que vous avez ou qui sont partagés. Ça ne bouge pas non plus. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est un bilan en bout de 6 ans. Par contre, ce qui va changer, et si vous êtes organisme de formation ou conseil pour les organismes et les entreprises, c'est que le mot plan de formation disparaît. Il est mort. Et on revient sur l'éternel mot. Je pense qu'il faudrait, quelqu'un s'était amusé à regarder combien de fois le mot compétence était cité dans la loi. Je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc ici, vous avez un plan de développement de compétences. Et ce plan de développement de compétences, il aura en fait 2 types d'actions. Celles qu'on va appeler obligatoires et celles qui seront non obligatoires. Je vais revenir aux obligatoires. Pardon. Les obligatoires, c'est quoi? Vous savez qu'il y a bon nombre d'entreprises, il y a les habilitations électriques, les risques psychosociaux, un certain nombre de choses, l'adaptation au poste, le maintien dans l'emploi, c'est des choses obligatoires. Donc ça, la loi, elle dit que l'entreprise, il faut qu'elle continue à le présenter. Et pourquoi, en fait, on a rajouté dispositions légales et réglementaires à cet endroit-là en disant que c'est obligatoire? Parce que depuis 2014, il y a eu un petit peu un dénaturement des choses qui s'étaient mis en place. Tout ce qui était obligatoire ne relevait pas d'un financement du plan de formation. C'était un financement spécifique de l'employeur. À partir de 2014, et notamment la création du compte personnel de formation et des listes, la possibilité était donnée aux employeurs de financer sur des fonds mutualisés qui relevaient de leur obligation propre. La loi reprend ce qu'elle avait donné en disant l'obligatoire, c'est l'obligatoire, débrouillez-vous, entreprise, pour financer ça vous-même. Vous vous rendez bien compte qu'on a ici un marché clair, mais un marché qui n'est pas un marché qui passera par les opérateurs de compétences, mais c'est un marché qui passe directement de gré à gré entre un organisme de formation et une entreprise sur des thématiques qui relèvent de l'obligation. Les formations dites non obligatoires, c'est toutes les autres. Alors ça veut dire quoi toutes les autres? Finalement, c'est toutes les formations qui relèvent de la stratégie de l'entreprise. Mais là où la loi elle est un peu compliquée, donc après je vous donne un peu les différents trucs qu'on peut mettre, là où la loi est un peu coercitive avec les employeurs, puisqu'elle dit, vous avez un bilan tous les 6 ans, donc le bilan qui se fait au bout de 6 ans, je vais un peu rapidement, le bilan qui se fait au bout de 6 ans, là j'ai pris un document de Centre Info, alors faites attention au titre, il y a marqué formation obligatoire en gras, et en dessous il y a marqué formation en camp de travail, l'état des lieux, c'est les sujets suivants. Ici on est uniquement, quand on parle de formation donc obligatoire, sur le premier point dont j'ai parlé tout à l'heure, maintien, adaptation au poste, maintien et évolution dans l'emploi, et les aspects réglementaires. Et vous voyez que ces formations obligatoires ne doivent pas être comptabilisées dans le bilan des entreprises au bout de 6 ans. Et là, c'est une révolution importante. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève de l'obligation de l'employeur, mais ce n'est pas ça qui va dire que l'employeur est, comment dire, en phase ou a répondu à ses obligations, c'est le paradoxe, de formation pour l'ensemble de ses collaborateurs, puisque c'est ça que demande le bilan au bout de 6 ans. C'est qu'au bout de 6 ans, l'ensemble des collaborateurs aient bénéficié de formations dites non obligatoires, mais du coup, ces formations dites non obligatoires, si elles ne sont pas respectées,
Et bien en gros, pas en gros, simplement, c'est une pénalité de 3 000 € par collaborateur que l'entreprise doit verser à la Caisse des dépôts pour abonder l'enveloppe du compte personnel formation. Donc vous voyez, j'ai dit ce qui ne change pas. Dans ce qui ne change pas, la responsabilité sociale de l'entreprise est réaffirmée. Je m'adresse là aux organismes de formation, mais aussi ceux qui font du conseil. Vous allez avoir demain à expliquer aux entreprises que le plan de formation tel qu'il existait n'existe plus, qu'il y a 2 blocs, obligatoire, non obligatoire, et que c'est le non obligatoire qui déterminera au bout de 6 ans si sont en règle ou pas ces entreprises avec les objectifs qui est de former l'ensemble des collaborateurs. Ça change fondamentalement la donne du système. Pas de questions à ce stade? Allez-y. Pour les plus de 50 personnes. Pour les entreprises de plus de 50, oui. Bon, il n'existe pas de liste de formation non obligatoire, mais je vais vous proposer une liste de formations obligatoires que vous pouvez retrouver. C'est pas, j'ai pas mis la totalité, mais la non obligatoire, ça va être, alors c'est là où ça va être subtil. C'est que là où l'entretien professionnel va être important, c'est qu'une entreprise pourra, avec un collaborateur, déterminer ensemble un projet partagé, et que, y compris dans ce projet partagé, je vais prendre l'exemple de l'utilisation du compte personnel formation, rien n'empêche un collaborateur d'utiliser son compte personnel formation dans le cadre d'une formation avec l'employeur qui serait non pas obligatoire, mais dans le cadre d'un projet déterminé. Et ce qui veut dire que là, clairement, une entreprise a besoin aussi d'avoir une visibilité claire sur sa stratégie, ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin. Vous avez utilisé un mot qui est suggéré. C'est qu'il y a 2 niveaux, autant sur l'obligatoire, il ne peut pas refuser, parce que là, quelque part, c'est remettre en question son employabilité, parce qu'il occupe un emploi où les formations obligatoires sont nécessaires. Par contre, quand il est sur de la formation dite non obligatoire, il peut refuser, mais est-ce que, alors il n'est pas considéré comme une faute grave, etc. Mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire? Ça, c'est une autre question, mais il n'y a pas ici d'obligation. Vous savez que la loi continue à dire la même chose, hein, c'est l'employeur qui détermine le plan de développement des compétences, qui détermine les actions de formation qui sont utiles pour l'entreprise, et c'est l'employeur qui détermine aussi les personnes qui partent en formation. La seule chose qui est de nouveau, c'est que l'employeur, sur une durée de 6 ans, doit pouvoir dire qu'il a pu former tout le monde. Alors là, on y reviendra tout à l'heure, ce qui va quand même ouvrir des possibilités qui n'existaient pas avant pour l'employeur, c'est que dans la notion d'action de formation, la formation en situation de travail, je reviens avec le débat qui a eu lieu, est quand même un outil mis à disposition, un moyen mis à disposition des entreprises qui va sans doute permettre de répondre facilement à la problématique de tout le monde est formé sur une période de 6 ans. Si vous faites de la formation en situation de travail, vous faites du collectif, vous êtes en capacité de justifier que tout le monde est parti en formation. Vous avez raison de poser la question, parce que si on regarde les textes de près, il n'y a pas de définition. Mais comme on dit que la formation a 2 clés d'entrée, d'un côté, ce que détermine l'employeur pour répondre à ses besoins, de l'autre côté, la capacité d'un individu de mobiliser le droit qui est le sien dans le compte personnel formation, si derrière il y a une mobilisation du compte personnel formation, on est forcément sur du certifiant. Et à ce moment-là, la question est tranchée. Mais après, si on prend, je sais pas, une assistante qui a un logiciel qui évolue, on est sur l'adaptation au poste, donc là on est sur des notions différentes. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est qu'on a, quand on est organisme de formation, jusqu'à présent, on réfléchit en termes de prescription, qu'elle soit de l'employeur, qu'elle soit du pôle emploi. Hein, et là, on va rentrer dans une logique qui n'est pas une logique de prescription, mais une logique de la demande. Et d'une demande qui va se faire d'acteurs d'entreprise, d'acteurs individuels, soit de façon individuelle, soit de façon concertée. À partir du moment où on est dans du concerté, c'est-à-dire une mobilisation du compte personnel formation, vous vous rendez bien compte que quand je parle de ça, ça veut dire que la partie dite non obligatoire
même si l'entreprise officiellement n'a pas de moyens financiers, l'entreprise qui est un peu intelligemment structurée peut solliciter ses collaborateurs à utiliser leurs droits dans un cadre d'un truc co-construit. Mais l'entreprise n'aura pas intérêt à ce que la formation soit trop longue non plus. Et l'entreprise va faire quoi? Et c'est l'autre originalité, peut-être un gros mot, l'autre évolution de la loi, c'est que de fait, depuis 2014, tous les diplômes, tous les titres ont été construits en blocs de compétences. C'est quoi un bloc de compétences? C'est une ou plusieurs activités repérées qui répondent à un besoin identifié et derrière les compétences mobilisées pour réaliser cette activité. Que disent les textes? C'est qu'un compte personnel formation peut être mobilisé, donc le financement dont dispose la personne, sur un bloc. Donc vous comprenez bien que si je suis un employeur et que dans le cadre de mon entretien, j'ai identifié clairement un besoin qui correspond à une activité et que cette activité-là correspond à un bloc, j'ai intérêt à voir avec mon collaborateur comment il peut utiliser ça, et on sait à ce moment-là que les sommes disponibles pourront être suffisantes. Je pense que vous êtes en train de percevoir que le système bouge beaucoup là. Je ne vais pas utiliser les mêmes mots parce que sinon on pourrait parler de séquences, ce qui est aller sur le site du RNCP, vous regardez, prenez un diplôme ou un titre du ministère du Travail, les blocs de compétences sont affichés. Donc à partir du moment où vous avez les blocs de compétences, ce bloc de compétences, il fait partie d'un parcours qui conduit à un titre. Ce qu'on perçoit, ce que je perçois, c'est qu'on est en train de passer d'une logique verticale de la formation, c'est-à-dire que quelqu'un vient dans un organisme avec une prescription de faire, je ne sais pas, le CAP maçon ou le titre, je sais pas, que le parcours il fait 800 heures et que rentrer au point A et l'organisme de formation l'a amené au point Z. Aujourd'hui, ce que disent les textes, c'est qu'il y a la possibilité qui est donnée à un individu de mobiliser son argent sur un bloc. Ce bloc faisant partie d'un parcours, la personne a 5 ans pour terminer la totalité du parcours. Et si je tire sur le fil un peu plus loin, je dis qu'on passe d'une logique verticale de la formation à une logique horizontale. La logique verticale, c'est celle que je viens de présenter de A à Z. La logique horizontale, c'est le bloc de compétences. Pourquoi je pars de logique horizontale? Parce que la loi, elle dit quoi? Elle dit que dans les 5 ans à venir, il faut qu'il y ait des passerelles entre toutes les certifications. À partir du moment où il y a des passerelles entre toutes les certifications, j'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps là, avec l'association, avec France Compétences, là, sur la partie certification, on nous expliquait que quand quelqu'un allait venir sur le site et solliciter un bloc, allait s'afficher à côté les blocs d'autres certifications qui sont identiques. Alors pourquoi je dis qu'on passe à une logique horizontale? Si vous êtes organisme de formation, demain vous avez la possibilité de faire un bloc ou 2 blocs que vous considérerez rentables dans votre modèle économique, et vous vous dispenserez de la totalité, parce que la totalité ça ne vous intéresse pas, charge à la personne de trouver les moyens pour aller au bout de sa certification. C'est ce qu'on appelle l'employabilité qui repose sur l'individu. Tout en disant quand même que le bloc de compétences étant une activité reconnue parce que répondant à un besoin, l'employabilité immédiate, et que cette employabilité immédiate sécurise y compris les entreprises quand elles embauchent, puisqu'elles savent que ce bloc correspond à un besoin qu'elles ont clairement identifié. Le système change fondamentalement, et vous voyez bien que l'ensemble du système est fait pour répondre à ça. Alors quand je dis non obligatoire dans une entreprise, vous vous rendez bien compte qu'une entreprise qui va réfléchir à son plan de développement de compétences avec cette partie dite non obligatoire, elle a intérêt d'être en capacité de se projeter sur son projet, sur sa stratégie, et de regarder comment elle peut récupérer des fonds dont elle ne dispose plus, on le verra tout à l'heure au niveau des opérateurs de compétences, mais dont elle pourrait disposer en sollicitant intelligemment son collaborateur pour aller dans un travail co-construit. Alors on m'a demandé il n'y a pas longtemps là, de faire un article pour la revue Savoir
en me disant est-ce que vous pourriez traiter la question, est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cadre d'une co-responsabilité employeur-salarié. Je suis quand même désolé de dire qu'on est encore dans le cadre d'un contrat de travail, d'un lien de subordination, et que la question qui se posera quand même relativement vite, c'est si jamais un collaborateur dit qu'il a été, entre guillemets, floué et obligé à, est-ce que ça ne donnera pas quelques recours prud'hommes ou autres derrière. Donc là, ce que je vous donne là, simplement, c'est le cadre, peut-être qu'il est mis en place, il est possible. Vous êtes quand même un bon nombre d'organismes de formation. Rendez bien compte qu'en disant ça, le modèle économique qui est le vôtre aujourd'hui, si vous continuez à le réfléchir dans une logique verticale, risque d'être un peu en difficulté. Si vous le réfléchissez dans une logique horizontale, avec des choses qui sont rentables pour vous et qui vous positionnent à l'égard d'un marché qui, lui, sera structuré par les branches professionnelles, puisque c'est elles qui ont la responsabilité, dit la loi, de la construction de toutes les certifications. Et qu'aucune certification, que ce soit un diplôme, un titre, un CQP, ne sortira sans avoir été validée par la branche professionnelle, parce qu'elle considérera que ça répond effectivement aux besoins énoncés par les entreprises de son secteur. Si je dis 5 ans, c'est parce qu'en fait, en règle générale, une certification a une durée de validité de 5 ans et que toutes les certifications sont revues, donc retravaillées tous les 5 ans. Et que si jamais, au bout de 5 ans, vous n'avez pas fait l'ensemble de la certification, il y aura sans doute des choses qu'on pourra garder. Ça sera peut-être un peu plus compliqué après. Si la nature de la certification change ou n'existe plus, vous pouvez vous retrouver en difficulté. C'est pas impératif, si ça évolue. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que toute certification a une durée de plus de 5 ans. Ça, c'est quelle que soit la nature de la certification. On y reviendra tout à l'heure si vous permettez sur le CPF, parce que là, rapidement, il y a deux possibilités. En fait, c'est soit la certification est inscrite au répertoire national de certification, soit dans ce qu'on appelait avant l'inventaire, qui maintenant s'appelle le répertoire spécifique. Si ce qu'il veut faire n'est pas inscrit dans l'un ou dans l'autre, il ne peut pas utiliser son compte personnel formation. Juste peut-être en complément de ce que René vient de dire, c'est vrai qu'on voit à la fois sur le CPF, pour la première fois, on peut individuellement passer sans prescripteur, et c'était par rapport à votre question, c'est-à-dire mobiliser son CPF sans intermédiaire. Et de l'autre côté, contrairement à ce qu'on a connu par rapport au DIF, on voit que dans les entreprises, on a besoin d'une co-construction avec ce CPF. Donc c'est vrai que c'est à la fois de l'individualisme, enfin là on porte l'individu au centre c'est la volonté aujourd'hui avec cette loi. Et de l'autre côté, on voit bien aussi que pour les entreprises, il y a nécessité absolument de dialoguer avec son salarié pour cette montée en compétences. On verra tout à l'heure, mais c'est le système, vous voyez bien que quand je dis répertoire national des certifications professionnelles, le mot professionnel est important. Quand je dis répertoire spécifique, en fait, répertoire spécifique, c'est toutes les certifications qui répondent aux besoins de l'économie, à un droit d'usage, etc. Donc là aussi, on est sur un champ qui est très particulier. Et si vous voulez faire de la philosophie ou de la musique, votre compte personnel formation, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc on est... Par exemple, je prends boulanger. Si boulanger, vous pourrez, puisque boulanger, c'est une certification professionnelle, ça, il n'y a pas de souci, ça ne posera pas de problème.